Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne africaine de télévision. Nous sommes le dimanche 3 juillet 2022 et vous êtes au cœur de l'actualité avec nos chroniqueurs qui se font toujours le plaisir d'être là pour justement opiner sur les sujets d'actualité ayant marqué donc notre pays au cours de la semaine. Et pour ce dimanche 3 juillet 2022, nous parlerons politique mais aussi du sport et ce sera football. Mais d'abord, vous le savez très bien, que le Burkina Faso est engagé dans un processus de réconciliation. C'est dans ce cadre que les chefs d'État de la CEDEAO ont désigné, vous le savez très bien, l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou comme médiateur du Burkina. Et ce week-end, il était à Ouagadougou pour la deuxième fois à la rencontre de la transition pour des échanges. Et à l'issue de ces échanges, l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou a déclaré qu'il était satisfait des résultats obtenus avec la transition et que les résultats seront reversés ce dimanche même lors du sommet qui se tient à Accra auprès des chefs d'État de l'organisation. Pour en parler d'abord avec nos invités, j'ai à ma gauche M. Isiaka Ouedraogo, il est le président du Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement. M. Isiaka Ouedraogo, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de ce dimanche. Bonjour à vous et bonjour à vous, chers téléspectateurs. Également avec nous, le docteur Brou Michel. Il est de retour sur ce plateau de 7 Afrique sur la chaîne africaine de télévision. Docteur Brou, bonjour et bon retour. Bonjour M. Kabouré, bonjour à tout le monde chez vous et très heureux de vous retrouver. Sur ce plateau de cette Afrique, il y a un nouveau visage pour vous, téléspectateurs et téléspectatrices. Il s'agit du président du Rassemblement démocratique et populaire. Il est également le président de l'association Thomas Sankara. Il s'agit bien de M. Nana Thibault qui se fait le plaisir de nous rejoindre pour débattre ce dimanche. M. Nana Thibault, bonjour oui, et merci à vous également d'être sur ce plateau. Bonjour à tout le monde. Mesdames, Messieurs, le décor donc est planté et nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet. Premier que nous évoquons ce matin, c'est cette visite pour la deuxième fois du médiateur de la CEDEAO pour le Burkina Faso, l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou. Je vous le disais en introduction, il a échangé avec le président d'Amiba, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. Alors, nous allons commencer à l'extrême droite avec le docteur Brou. Docteur, alors une visite qui sonne justement donc comme, si vous voulez, un débouché ou peut-être la sortie de crise pour le Burkina Faso. Écoutez, M. Kaboré, il faut comprendre que la situation du Burkina est un peu particulière. Comparaison pas comparaison, quand on prend un peu le cas malien, évidemment, ce cas-là, il est différent du nôtre. Parce qu'il faut voir que chez nous, ici dans notre pays, nos autorités n'ont pas la posture, j'allais dire, la posture d'aller contre la CEDEAO. Le président d'Amiba, depuis qu'il est installé au pouvoir, il a une posture conciliante, une posture qui, vis-à-vis des institutions internationales, même vis-à-vis même de la CEDEAO, la posture du gouvernement et la posture du président d'Amiba a été telle que d'aller à la conciliation, de ne pas aller à l'affront avec les institutions internationales. Il a déjà prouvé, et c'est pourquoi le président Mahamadou Issoufou, aujourd'hui, pour moi, s'attache à alléger. S'attache à alléger, et je pense que tout ce qui sort de cette discussion, de ces échanges avec nos autorités, démontre que c'est ce que les autorités ont affiché aujourd'hui. Et donc, pour moi, ça passe très bien. Aujourd'hui, plus ou moins, on entend un peu des sanctions. Pour moi, il n'y aura pas de sanctions pour le Burkina. Parce que déjà, comme je l'ai dit, la posture n'est pas une posture qui va contre les Ce n'est pas une posture de va-t-en-guerre. Non, voilà, ce n'est pas une posture de va-t-en-guerre. Nos autorités sont conscientes parce que déjà, depuis 7 ans, nous vivons cette crise sécuritaire. Les populations sont déjà essoufflées, plus de 2 millions de déplacés. Alors, si on essaie d'aller comme des gens va-t-en-guerre, c'est sûr que s'il y a des sanctions économiques, même d'autres types de sanctions, c'est sûr que ça va taper fort sur nos populations. Donc, les autorités sont conscientes de cette affaire-là. Donc, la posture est calme, elle joue le jeu, elle essaie de faire comprendre à la CEDEAO qu'il y a nécessité. Au contraire, le président d'Amiba va plus loin en demandant à la CEDEAO de nous aider
d'aller au-delà de ces échanges-là, de nous aider financièrement. Je pense qu'il y a plus de 2 000 milliards qui sont demandés à CEDEAO de nous aider. Et je pense que c'est ça aussi actuellement les autorités. Il faut comprendre, et moi je disais une fois, que le président Issoufou, s'il ne s'aligne pas j'allais dire, ce qui va permettre à notre pays de s'en sortir, ce n'est pas évident que réussir sa mission. Et là, je pense qu'il s'est positionné du côté du peuple. Parce que quand on regarde le président Issoufou, sa négociation, lorsqu'on l'écoute, lorsqu'on voit un peu sa démarche, c'est une démarche qui s'installe du côté des populations burkinabées. Oui, une démarche qui s'installe du côté des populations burkinabées. Est-ce que cela est dans la même dynamique au niveau donc, de la transition, le président Damiba et ses lieutenants? Alors, Monsieur Nana Thibault, quelle est votre analyse? Bon, moi, mon analyse est simple, c'est comme le docteur vient de le souligner. Je pense que l'ancien président nigérien est bien placé justement pour résoudre le problème qui existe entre la CEDEAO et le Burkina Faso. Et c'est comme le docteur l'a dit, certes, il est là, il sait que le Niger, son pays qu'il a géré, et le Burkina subissent les mêmes problèmes aujourd'hui. Et venir demander à la CEDEAO ou à d'autres institutions de sanctionner le Burkina, c'est encore pénaliser le peuple burkinabé qui trouve dans sa chair. Donc je pense que le président nigérien doit quand même avoir la sagesse de négocier avec la CEDEAO pour qu'il n'y ait pas de sanctions au Burkina Faso. Puisque sanctionner le régime actuel, c'est sanctionner le peuple burkinabé tout entier. Donc voilà, je pense que le docteur a tout dit et je viens ajouter à ce que je pense. Alors, Monsieur Isiaka Ouedraogo, on sait que l'ancien président nigérien, dans son déplacement à Ouagadougou, dans sa déclaration, se dit satisfait des échanges. Il évoque des questions importantes. La situation de l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré. Il y a aussi ce point qui a été abordé, mais qui n'a pas été révélé par Mamadou Issoufou dans sa déclaration. Ce sont les élections à venir. Alors, quelle est votre analyse sur la question? Bon, merci M. Kaboré. Je pense que la venue de Mamadou Issoufou au Burkina Faso rentre dans le cadre, bien sûr, de la recherche d'une solution au problème qu'ici au Burkina, le problème de transition. Vous n'êtes pas sans oublier que Mamadou Issoufou a été choisi en juin passé et pour être médiateur en fait de la crise au Burkina Faso, bien sûr médiateur entre la CEDEAO et le Burkina Faso, et pour trouver une solution à l'impasse dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire que voilà, la transition, pour voir le chronogramme de la transition, le programme de la transition, que la transition en fait leur fasse une proposition, voilà, par rapport au chronogramme, à la durée de la transition et autres. Et je pense que c'est dans ce cadre que Mamadou Issoufou est venu au Burkina Faso. Alors donc il a rencontré un certain nombre de leaders. Voilà, il a rencontré les partis politiques, il a rencontré les opérateurs économiques, il a rencontré les chefs religieux, il a rencontré l'association de la jeunesse. Voilà, donc, mais ici, les organisations de la société civile ont été exclus parce que moi-même j'y étais. Voilà, nous n'avons pas été reçus par le président Issoufou. Voilà, donc ce qui n'était pas, parce qu'on nous a dit que bon, c'était pas en fait dans le programme. Bon voilà, bon, donc déjà ici, voilà, donc vous voyez ici que déjà il y a une partie de la société qui a été exclue en fait de cette rencontre avec le médiateur en fait Issoufou. Bon, qu'à cela ne tienne, c'est pas grave. Si les autres ont pu échanger avec lui et que en fait nous sommes dans une posture de trouver une solution, bien sûr à la crise, bon voilà, tant mieux. Mais je vais aussi dire que quand par exemple Brou dit que par exemple le président Damiba est dans une posture de conciliation, et bon, Brou joue bien son rôle, mais ici c'est que malheureusement je pense que le constat n'est pas ça, parce que ici le président Damiba ne joue pas en fait bien sûr cette posture de conciliation, dans la mesure où il y a une exclusion bien sûr dans tout ce qui s'est fait, parce que vous voyez quand vous prenez par exemple les organisations de la société civile ont toujours été écartées de tout ce qui se passe depuis que la transition est venue. La transition a choisi ses propres OSC que vous connaissez bien, qui siègent
au niveau de l'ALT, alors avec qui elle traite, et il y a le Conseil national des OSC qui est là et qui n'est pas consulté. Alors vous avez aussi les partis politiques qui ont été en fait mis en garde pour éviter les activités débordantes, alors entre griefs. Donc ici, alors que vous savez que dans un pays, on ne peut pas, la politique en fait est menée par les partis politiques, en excluant les partis politiques, en mettant les partis politiques... en intimidant les partis politiques, vous voulez dire? Non, pas seulement intimider. On ne peut pas en fait les mettre en marge en fait, de la marche d'une démocratie. Ce n'est pas du tout possible. Et je pense qu'il y a un certain nombre de quiproquos, en tout cas, et qui ne plaident pas en la faveur du président Damiba dans ce sens en fait, de chercher, en tout cas, une solution véritable au problème politique qui est à nous. Alors que vous savez que quand le président Issoufou est venu, c'était quand même pour entendre tous les acteurs politiques, les acteurs sociaux, et afin de faire en fait un compte rendu à la rencontre qui aura lieu aujourd'hui. Et je voudrais justement que les gens comprennent une chose. Le président Issoufou ne peut pas aider le Burkina si le Burkina même ne peut pas s'aider. C'est à nous en fait de trouver la solution au problème qui est à nous. C'est à nous en fait de dire au président Issoufou, qui est le médiateur de la CEDEAO, c'est à nous acteurs de la société civile, acteurs politiques, acteurs sociaux, de dire au président, voilà ce que nous voulons pour notre pays, voilà ce qui sera bien pour notre pays. Alors c'est pour dire qu'il faut qu'on parle de la même voix. Lorsque les voix sont discordantes, nous ne facilitons pas la tâche en fait à ces médiateurs. Alors justement, à marge de la visite du médiateur de la CEDEAO, Dr Brou, vous allez avoir la parole tout à l'heure, en marge donc de cette visite. Alors on a vu ces rencontres tout azimut entre le Premier ministre et les responsables du parti politique, le président Damiba qui recevait les religieux et les coutumiers. On a vu la déclaration également au palais de Sa Majesté le Moro Nabo, la déclaration donc, des chefs coutumiers. Bref, est-ce que tout cela ne concourt pas peut-être à dire oui, nous sommes d'accord pour la réconciliation, allons dans l'unité. Docteur Brou, ça a été quand même surprenant aussi pour certains observateurs qu'à 24 heures de la venue du médiateur de la CEDEAO au Burkina, et bien que des rencontres, selon certains observateurs, s'improvisent de cette façon. On a l'impression qu'il y a eu du tâtonnement au sein donc, de la transition. Est-ce que vous avez une autre lecture de la situation, Dr Brou? D'accord. Monsieur Kaboré, permettez, avant de répondre à vos questions, de dire quelque chose à la suite de Issaka. Enfin, en réalité, moi, j'ai toujours dire, il faut que Issaka comprenne. Moi, je connais des personnalités, des autorités sous d'autres régimes qui n'ont jamais été reçues par les autorités d'alors. Moi, j'en connais. Issaka, au fait, il faut que Issaka souffre de cela. Le monde fonctionne en bloc. Les États-Unis, c'est un bloc. L'Europe, c'est un bloc. Le président Damiba, je dis, je le répète, moi je dis, je ne suis pas pour un parti. Nous sommes des analystes, nous apportons des choses que nous jugeons utiles et bien pour le peuple, pour les gens qui nous suivent. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, sous le président Roch, moi je connais des gens qui n'ont jamais été reçus, que moi j'ai accompagné. Mais est-ce qu'on peut recevoir... Non, mais attendez, moi je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Laissez Dr Brou poursuivre. Comme vous le dites, allez-y. On ne peut pas recevoir tout le monde. Le président Damiba va travailler, je l'ai toujours dit, avec son relationnel. Quand les États-Unis veulent aller en guerre contre la Russie, les États-Unis choisissent leur allié. Quand les Européens veulent aller en guerre contre un pays, contre un bloc, ils choisissent leur allié. Ça, c'est comme ça que fonctionne le monde. S'il n'a pas compris, désolé. Le président Damiba ne peut pas venir prendre des gens, que ce soit autour de lui. Oui, alors c'était une mise au point. C'était une mise au point. Vous allez avoir la parole. Non, laissez-moi réagir. Non, s'il vous plaît, vous allez avoir la parole. Je pense que, Dr Brou... La question des élections dont vous parlez tout à l'heure. La question des élections. Moi, je dis, mais quand les gens disent que les politiciens n'ont pas de sentiments, mais moi, je le constate amèrement. Voici un pays qui est en disparition. Voici un pays qui se meurt. Aujourd'hui, on a des frères et des sœurs qui n'arrivent pas à manger, qui ne savent pas où dormir, et des gens pas de pouvoir, des gens pas d'élection. Moi, ça me choque. Mais où on se trouve?
Écoutez, aujourd'hui, on organise des élections. Qui on va diriger? Quel pays on va diriger? Est-ce qu'aujourd'hui, ce pays-là, la question fondamentale, la question essentielle, est-ce que c'est les élections? Voici un pays qui se meurt. Chaque jour, aujourd'hui, les statistiques le disent, chaque jour, on a au moins 7 à 8 frères de nos soeurs qui tombent. Donc pour vous, il faut que les gens comprennent. Pour vous, tant que la crise n'est pas totalement réglée, pas d'élection. Non, j'ai dit. Oui. J'ai dit. Mais tirons les leçons. On a poussé le président Roch. Il allait aux élections dans ces conditions. Qu'est-ce qui s'est passé? À peine 2 à 3 mois, on l'a déposé. Le nouveau, aujourd'hui, on organise l'élection. Le nouveau président qui vient, il dirige quoi? Il dirige qui? Comment est-ce qu'un nouveau président va accepter de prendre un pays dans de telles conditions, de telles situations? Arrêtons un peu. Je viens, M. Kaboré. Oui. Allons-y à l'essentiel. Pour moi, aujourd'hui, oui, la question, ce n'est pas une question d'élection. C'est une question de sauver un pays, de sauver une nation, de sauver quelque chose qu'on a. Et à partir de là, on peut parler maintenant d'élection. Alors, je voudrais dire quelque chose encore. Au niveau des religieux, oui, les religieux, au fait, vous voyez tout ça, mais ce n'est pas la faute du gouvernement. Moi, je dis, aujourd'hui, quand on parle, les gens pensent qu'on est un PCR parce qu'on est d'Amiba. Moi, je ne suis ni d'Amiba ni un PCR. Moi, je dis, il est temps, parce qu'il faut qu'on copie des formes positives. Regardez juste ce qui passe en Ukraine. Regardez la guerre russo-ukrainienne. Regardez comment ça se passe. Est-ce qu'il n'y a pas de parti prise? Écoutez-moi très bien. Oui. Écoutez-moi très bien. Oui, allez-y rapidement. Je vais dire quelque chose. Oui. Soyons brefs. Allez-y rapidement. Aujourd'hui, les chefs religieux, les coutumiers, ont leur rôle à jouer. Cette cacophonie dont vous parliez, ça a été organisé par qui? Par des gens, des frères, des soeurs qui ne veulent pas le bien du pays. Il faut qu'on se le dise. Et pour moi, il faut arrêter ça. Si on n'arrête pas, un jour on va disparaître. Alors, monsieur Isiaka Ouedraogo, allez-y. Vous allez avoir la parole tout à l'heure, monsieur. Je voulais dire à Brou qu'il a la mémoire courte. Oui. Il a vraiment la mémoire courte. Et avant d'arriver d'abord à ça, je vais lui dire que un chef d'État ne peut pas recevoir tout le monde. Ça, moi, je suis parfaitement d'accord. Le président d'Amiba ne peut pas recevoir tout le monde. Je suis parfaitement d'accord. Nous avons un cadre des rencontres. Lorsqu'il y a un cadre des rencontres, pour en fait parler des questions nationales, il faut regrouper toutes les forces vives. Tous les acteurs qui peuvent apporter un plus à un dialogue politique national, il faut en fait les faire adhérer à ce genre de débat. Mais quand Brou dit que le président d'Amiba ne peut pas recevoir tout le monde, mais c'est vrai, il ne peut pas recevoir tout le monde, comme l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré, comme l'ancien président Blaise Compaoré, comme n'importe qui, même vous, M. Kaboré, vous ne pouvez pas recevoir tout le monde. Mais moi, en tant que président du CIDAC, je ne peux pas recevoir tout le monde. C'est vrai. Mais c'est que lui-même, Brou, ici, s'est assis sur le même plateau ici et qui se plaignait du fait que la transition refusait de le recevoir. Le voici assis ici, c'est qu'il a la mémoire courte. Le voici, il a dit sur ce même plateau ici que la transition refusait de le recevoir. Mais maintenant, si tu as été reçu par la transition, tu ne viendras pas t'asseoir sur ce plateau ici pour nous donner des leçons de gouvernance. Je suis désolé. Tu t'es plaint ici, on peut faire revenir les images. Tu t'es plaint ici que les autorités de la transition n'écoutent pas les gens parce qu'ils refusent de... Toi, tu as appelé, quand tu appelles, on dit on va t'appeler, on ne t'appelle pas. Monsieur Brou, tu l'as dit ici sur ce plateau ici. Donc, si tu as été reçu, ne viens pas aujourd'hui nous faire en fait des leçons de morale. Je suis désolé. Alors, donc, je continue. C'est vrai, on a reçu, on a vu que le Premier ministre a reçu les chefs coutumiers. Oui. Les chefs, ce n'est pas seulement les chefs coutumiers, il a reçu les partis politiques. Les partis politiques et autres. Mais c'était en fait justement en prélude de la rencontre avec le médiateur de la CEDEAO pour préparer cette rencontre, pour en fait informer en fait ces partis politiques, ces acteurs clés, en fait justement du contenu de la rencontre en fait qui va avoir avec le médiateur de la CEDEAO. Mais vous savez, moi ici, je suis parfaitement d'accord que toutes les couches sociales en fait soient contactées lorsqu'il y a une crise en fait majeure en fait dans un pays comme en fait le nôtre. Aujourd'hui, nous sommes en train de traverser une grande crise aujourd'hui. Mais moi aujourd'hui, je me demande quel est le rôle que nos chefs coutumiers et nos chefs religieux jouent réellement dans notre Burkina Faso. Je m'en vais vous prendre des exemples. Au nom de quel Dieu la communauté musulmane va accepter par exemple va accepter 800 millions de francs de subventions pour les Hajj. Pendant que nous avons des milliers de Burkinabés qui meurent de faim. Nous avons des milliers et des millions de déplacés dans notre pays. Nous avons en fait des problèmes pour payer
du matériel pour notre armée. Au nom de quel Dieu ces musulmans vont accepter prendre en fait les 800 millions pour faire partie des gens au Hajj? Mais écoutez, Dieu, mais c'est le même Dieu que nous connaissons. Mais ces mêmes musulmans, ils savent ce qui est dit dans le Coran. Dieu ne met jamais une chasse sur la tête de quelqu'un qui ne supporte pas. Alors, donc, et même il est dit, avant d'aller nourrir en fait tes voisins, il faut d'abord nourrir ceux qui sont chez toi à la maison, avant de chercher à nourrir les autres. Oui. Mais c'est au nom de quel Dieu, en fait, et ils peuvent accepter cela. Mais les chefs coutumiers se sont mal illustrés depuis des années. Depuis des années. Quand on regarde toutes les crises depuis, quand on regarde, prenons en fait la dernière crise, mais la crise, la dernière crise en 2014. L'insurrection populaire, vous voulez parler? L'insurrection populaire. Mais quel a été le rôle des chefs coutumiers? Mais je suis désolé qu'aujourd'hui on me dise par exemple que les chefs coutumiers se rencontrent chez le Moro Naba pour débattre en fait de la question nationale. Mais attendez, la crise sécuritaire a commencé depuis combien d'années? C'est depuis sous le président Roch Marc Christian Kaboré? Où étaient les chefs coutumiers? Donc il faut mettre à l'écart. Je veux dire, pour moi, il faut qu'on arrête à un moment donné en fait cette récréation. Il faut qu'on arrête en fait d'amuser la galerie. Il faut qu'on parte au plus sérieux. D'accord. Voilà. Pour moi, ici, il y a un besoin en fait de communication de la part en fait de certains acteurs religieux et coutumiers. Je ne suis pas du tout dans cette tendance-là parce que pour moi, il faut en fait relever encore en fait le niveau du débat parce que ici, moi, je trouve que c'est carrément la comédie qu'on est en train de jouer. Pour vous, donc, le Dr Brou, on va passer la parole à M. Nana Thibault. M. Nana Thibault, vous avez donc suivi les différentes analyses. Quelle est la vôtre? Bon, pour ma part, je vais demander à mes deux frères... Non, allez-y, je pense qu'on maîtrise le débat, allez-y. Ok. De toutes les façons, moi, ma vision des choses dans ce qui se passe dans notre pays, elle est simple. D'abord, le président Damiba a échoué dès le départ. Il est venu en militaire, il devait travailler en militaire, juste aux côtés du bas peuple qui souffre. Maintenant, le problème qui est là, il met de l'argent par-ci, par-là. C'est comme Issaka l'a dit. Le peuple, il y a combien de gens qui meurent de faim et de soif? Il y a combien de milliers de déplacés qui demandent secours? Et si le président, aujourd'hui, prend ces milliards pour donner à des musulmans pour qu'ils partent à la Mecque, ou donner des associations et autres, moi je trouve que c'est une grosse erreur. Lui, il n'est pas venu là pour ça. Il est venu pour sauver un peuple qui s'écroule. Et tout ce qui se dit à travers la politique même de Damiba, le monde sait que, c'est comme Issaka l'a dit, c'est un double jeu. C'est un double jeu dans ce sens que le président ne va pas droit au but. Et le peuple, ce que le peuple cherchait en lui, ce que le peuple souhaiterait que le président Damiba et son équipe fassent, c'est tout à fait le contraire à nos jours. Donc de ce fait, moi je trouve que d'autre part, Issaka, son analyse, elle est vraiment parfaite. Vous pensez que vous avez la même analyse que Issaka Ouedraogo? En tous les cas, je pense que la subvention au niveau donc, des musulmans ou que ce soit au sein des autres couches donc, de la société burkinabé, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je pense que, Dr Brou, vous voulez rebondir? Allez-y en 30 secondes. En fait, moi, je vais dire à Issaka que moi, aujourd'hui, je n'ai jamais dit ici, d'accord, que j'ai sollicité une rencontre, une audience avec une autorité m'a été refusée. On parlait des erreurs de communication, d'accord, que les autorités faisaient. Et moi, j'ai dit ici que qui les conseillait pour qu'on arrive à ces situations, d'accord. Mais s'ils n'écoutent pas, si on les appelle, ça ne répond pas, c'est fort possible qu'ils fassent des erreurs de communication. C'est ce que moi j'ai dit. Alors, il faut arrêter d'affirmer des choses qui n'ont rien à voir. Oui, Dr Brou, on a compris. Non, M. Kaboré, ils n'ont jamais été reçus ni par une autorité, ni par quelqu'un de la transition. Je suis dans mon coin, je fais ce que j'ai à faire pour ce pays-là. D'accord, vous n'avez jamais été reçu. D'accord, on a compris. Arrêtons d'affirmer des choses pour intoxiquer les gens. On a compris. Non. Alors, je voudrais intervenir sur le sujet. Aujourd'hui, nos religieux, ce que le président Damiba fait, au fait, moi je dis, les gens comme les Issaka dérangent le pays de façon, j'allais dire, de façon délibérée. Tous les chefs d'État qui sont passés dans ce pays, ils l'ont fait. On a une situation, j'allais dire, un peu qui n'est pas à notre faveur.
on peut dire, d'accord, de faire les choses autrement. Mais on ne peut pas arrêter la subvention, d'accord, des religieux. C'est impossible. Tous les pays le font, ce n'est pas nous qui ne pas le faire. On peut dire que nous sommes dans une situation exceptionnelle, donc on peut trouver des mots, on peut trouver des canevas pour apporter ces subventions. Oui, la situation est difficile, mais c'est des choses qu'on ne peut pas arrêter parce qu'on n'est pas les seuls qui le font. On n'est pas les seuls qui le font. Oui, monsieur Nana Thibault, oui, merci. Et donc je pense qu'il faut arrêter ce genre de commentaires. Allez, merci. Docteur, je suis parfaitement d'accord avec vous, mais ce n'est pas le moment. C'est que nous, on ne demande pas à ce que le régime en place arrête les subventions. Mais ce n'est pas le moment. Le Burkina vit dans une situation très grave. Le Burkina fait face à une guerre qui ne dit pas son nom. Donc, dilapider l'argent, excusez-moi du mot, dilapider l'argent parce que j'aurais appris même qu'il y a certaines OSC qui ont reçu des 10 millions, des 15 millions. Bon, je pense que ce n'est pas normal. Pendant que nous avons des frères et des sœurs qui souffrent dans les villages, allez-y à Kaya, à Kungusi, à Doli, à Sietenga. Vous voyez comment les gens souffrent. L'argent qu'on est en train de mettre dans ces poubelles-là, mais aider les pauvres parents qui souffrent. C'est ça justement. Donc moi je trouve que l'analyse de Isaka, elle est vraiment parfaite. Nous ne demandons pas à ce que on ne finance pas les musulmans, les chrétiens et autres. Non, mais ce n'est pas le moment. Oh, d'accord, on a compris. Oui, M. Isaka nous a rejoint. Tout à l'heure, le président de l'ADP, M. Abraham Badolo. M. Badolo, bonjour et bienvenue. Alors, déjà, on est dans le premier sujet, hein, vous le savez déjà, la médiation donc, de la CEDEAO avec ses rencontres préparatoires avec les responsables religieux, les responsables donc, de partis politiques. Alors, une situation, une donne qui permet au Burkina Faso de dire que oui, on a sur la bonne voie pour la réconciliation. Bon, vous savez, pour la réconciliation, il faut vraiment prendre le temps de bien asseoir les bases pour que ça soit une parfaite réussite. Parce que ce n'est pas la peine de faire de la figuration, de vouloir aller à la hâte. Parce que toute chose qui se fait à la hâte, l'échec est prévisible plus tard. Donc moi, je dirais que aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est tenir un dialogue de vérité. C'est-à-dire la transition doit tenir un dialogue de vérité, faire tout dans la vérité et non essayer de faire les choses juste par l'apparence, en fait. D'accord. Allez, merci beaucoup. Oui, monsieur Ouedraogo, vous avez 15 secondes, on va s'ennuyer de sujet. Non, je voulais dire, tout simplement dire à monsieur Brou, que les images sont là, de toute façon. Et les images sont là à LCA, ce n'est pas du tout caché. Oui, mais on ne va pas revenir. Pas, voilà, mais je vais dire, vous savez, et moi, je ne suis pas contre les subventions. Moi, je n'en veux pas au président d'Amiba. Hein. Moi, je n'en veux aucunement au président d'Amiba. Mais j'en veux plutôt à la communauté musulmane qui a accepté cette subvention au vu de la situation que le pays vit. Pour vous, elle devait refuser. Elle devait refuser. D'accord. Parce que qu'est-ce que vous allez dire maintenant aux fidèles? Quel enseignement vous allez donner aux fidèles? D'accord. On a compris donc votre position, M. Isaka Ouedraogo. Nous allons passer au deuxième sujet. Alors, les attaques terroristes au Burkina Faso, on en reparle dans cette émission 7 Afrique avec la situation ou des situations dans les régions du sud-ouest et de Haut-Bassin. Vous le savez, l'armée burkinabé, la semaine dernière, a réussi à déstabiliser ou à mettre en déroute des terroristes qui tentaient donc de s'implanter dans la région du sud-ouest. Et également des velléités de ces terroristes sont observées dans la région de Haut-Bassin. Alors, faut-il dire ici que ces terroristes tentent de s'installer dans les régions du sud-ouest et de Haut-Bassin? Monsieur Abraham Badolo. Bon, avec peine, c'est ce que nous constatons, parce qu'avec la multiplication des attaques dans cette zone, cela montre que les terroristes veulent également s'implanter dans cette zone. Il faudra que l'armée mette une stratégie rapide en place pour pouvoir faire face. Parce que vous savez, au niveau de ces zones-là, il y a assez de forêts. Donc, si les terroristes arrivent vraiment à s'implanter, ça va pas être simple même pour l'armée, ça ne va pas être simple pour le peuple burkinabé. Parce que cela va
démontré que, en réalité, on a un vrai problème de fonction. Je ne sais pas comment le caractériser. C'est-à-dire qu'on a un vrai problème organisationnel au sein de notre armée. Parce que bon, c'est difficile. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut, quand vous prenez quand même cette zone, on devrait quand même mettre une stratégie en place depuis très longtemps pour ne pas permettre qu'elle puisse vivre aussi ce que les autres zones du Sahel et de l'Est vivent aujourd'hui. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui ne fonctionne pas au sein de notre armée. Moi, je me dis aujourd'hui, il faut que nous nous assions tous pour discuter vraiment avec les responsables militaires pour nous dire ce qui ne va pas. Parce que c'est comme si notre armée était en manque de stratégie réelle pour mettre en place certaines actions qui vont permettre de prévenir les choses en fait. C'est là mon inquiétude aujourd'hui. Parce que quand vous regardez, ça a commencé au Sahel, après l'Est, après le Nord et autres, personne ne pourrait imaginer quand même que ça allait s'étendre dans une telle vitesse. Parce qu'aujourd'hui, quand on analyse, en réalité, c'est comme si tout le territoire était vraiment encerclé par ces terroristes-là. Moi, je pense qu'il faut vraiment un réveil patriotique de la part de l'armée, de la part de toutes les populations, pour qu'ensemble, nous puissions nous unir pour vraiment faire face. Parce que ça devient sérieux. Avant, quand vous prenez les gens de la région de Haut-Bassin et autres, ces gens ne savaient pas qu'un jour, ils allaient être inquiétés. C'est-à-dire, on avait l'impression que ce qui se passe dans les autres zones ne les concernait pas. Maintenant, aujourd'hui, on voit que c'est en train de s'étendre partout. Moi, je pense qu'aujourd'hui, aucune région n'est à l'abri. C'est aux populations, au FDS, de se mettre main dans la main vraiment pour pouvoir faire face à tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Merci, M. Abraham Badolo. Alors, Dr Brou, alors, le constat est là. D'abord, dans cette partie du Burkina Faso, ça a commencé avec la région des Cascades, où d'ailleurs un détachement militaire a été très vite implanté. Il y a eu certaines velléités de ce terroriste, mais l'armée burkinabé a répondu présente. Je crois qu'au niveau de la région des Cascades, on peut se satisfaire des actions menées par les forces régulières. Alors, quant aux régions du sud-ouest et des Hauts-Bassins, c'est quand même inquiétant. Docteur Brou, quelle pourrait être, selon vous, la visée de ce terroriste sur les régions du sud-ouest et des Hauts-Bassins? Écoutez, monsieur Kabouri, ça se comprend aisément. Hein? Ça se comprend aisément. Il faut faire l'analyse à deux niveaux. La première analyse, il faut tout de suite voir que les dernières décisions militaires, les deux zones d'intérêt militaire, aujourd'hui, sont en train de porter les premiers résultats. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a ces tentatives dans d'autres zones, c'est que les zones d'intérêt militaire sont en train, comme je l'ai dit, de produire des effets. Donc il y a une débandade. Parce que, vous le savez, les terroristes n'ont pas le même mode opératoire, n'ont pas le même casernement, ils n'ont pas la même façon de se déplacer comme nos forces de défense et de sécurité. Alors, étant aujourd'hui délogés dans les zones de prédilection, ils sont en train de chercher d'autres zones. Donc, les tentatives d'attaquer les hauts bassins, le sud-ouest, c'est normal. Parce que dans les deux grandes zones où ils étaient installés de façon forte, ces deux grandes zones sont attaquées, les forces de défense et de sécurité sont en train de faire un travail assez colossal, donc ils empêchent d'y rester, donc du coup, ils vont s'éparpiller. Et comme le terroriste n'est pas comme le FDS, que quand il part avec une tenue, eux, à part l'arme, ils ne sont pas reconnaissables. Donc du coup, les gens se fondent dans la population et de déplacement en déplacement, ils arrivent dans des lieux. Donc la première analyse, c'est de voir que les zones d'intérêt militaire sont en train de porter les premiers résultats, d'où la débandade, d'accord, qui fait dire à certains, d'accord, que d'autres zones sont en train d'être attaquées. En réalité, c'est la débandade. Parce qu'aujourd'hui, ils sont pourchassés dans les zones de prédilection. Alors, la deuxième analyse qu'il faut faire, c'est pourquoi on dit des terroristes. Ils sèment la terreur. Donc, aujourd'hui, dans leur logique d'attaquer, de disperser la force des FDS, parce qu'ils attaquent ici, il y a leur présence dans certaines zones, ça fait que les forces de défense et de sécurité n'ont pas une stratégie assez nette pour aller au front avec soit leur bataillon ou avec leur groupe. Donc du coup, ils essaient
ils essaient d'attaquer un peu partout pour que voilà, ça sera déstabilise les FDS. Donc il faut comprendre que dans cette logique, ils vont essayer de titiller d'autres zones. Mais il faut comprendre. Mais ce que moi je dis, à notre armée, vu les 2 zones d'intérêt militaire qui sont aujourd'hui mises en œuvre, ils savent que, ils doivent comprendre que la débandade va les pousser à aller en dehors de ces zones-là. Donc pour moi, c'est d'asseoir un renseignement. C'est de concilier, c'est de renforcer le lien population-armée. De telle sorte que dans chaque village, dans chaque hameau, dans chaque ville, dans chaque, j'allais dire, parcelle de notre territoire, dès qu'il y a des mouvements, des personnes, j'allais dire qu'on ne voit pas habituellement, qu'ils soient signalés et qu'automatiquement on puisse mettre la main sur eux. So, moi, je pense que oui, justement, oui, il y a eu quand même des alertes dans la région du Haut-Bassin depuis maintenant près de 2 ans. On s'imaginait mal aujourd'hui quand même qu'on soit là en train d'annoncer que des postes forestiers ont été attaqués, que voilà, donc c'est là aussi la problématique, hein, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. La région du Sud-Ouest, on pourrait dire également qu'il y a eu des signaux, monsieur Isiaka Ouedraogo. Non, mais quand Bourou me dit qu'il y a des résultats présentement dans les zones d'intérêt militaire là, moi ça m'étonne plus. Il a été donné 2 semaines aux différentes populations pour quitter en fait ces zones-là afin que l'armée puisse mieux en fait s'y implanter. Donc quand Bourou me dit que déjà c'est les résultats qui font que les terroristes ont changé de cap, là vraiment ça m'étonne. Hein. Je ne sais pas, peut-être que lui il est sur le terrain, mais toujours est-il que le constat est là. Depuis un certain temps, les terroristes essaient en fait d'occuper un certain nombre de terrains. Et ce n'est pas maintenant, de toute façon, ce n'est pas depuis la prise en fait de la décision du théâtre national et de prendre certaines zones comme zones d'intérêt militaire et qui ont fait en fait bouger les terroristes. Les terroristes sévissent dans le Houé et au Kénidougou depuis un certain temps. Ce n'est pas des faits nouveaux. Bon, c'est que maintenant, les faits nouveaux sont que Bobo n'était pas aussi touché, n'était pas touché comme ça, mais nous sentons que en fait vers Bobo maintenant, la menace est vraiment c'est fait beaucoup sentir et ça amène en tout cas les gens à s'interroger beaucoup sur en fait les dispositions qu'il faut prendre pour pouvoir en fait remédier à ces phénomènes. Et vous avez vu aussi entre Houndé et Bobo, il y a eu beaucoup d'attaques, des attaques ou des braquages sur en fait cette voie-là. Nous ne savons pas si c'est des faits terroristes ou bien c'est des faits de bandits, parce que vous savez, aujourd'hui, nous avons en fait tendance à assimiler les deux. Hein. Chaque fois qu'il y a quelque chose, on dit souvent que c'est le terrorisme, mais moi je pense que tout n'est pas en fait du fait du terrorisme. Il y a souvent du banditisme aussi. Le grand banditisme. Il y a le grand banditisme aussi qui sévit en fait, bien sûr, dans notre pays. Mais regardez un peu ce qui se passe. Vous voyez, ils sont aujourd'hui, le seul axe aujourd'hui qu'on peut pratiquer sans beaucoup de crainte, c'est l'axe Ouaga-Ghana. On ne peut pas aujourd'hui, pour aller au Niger, c'est tout un problème. Tu vas passer par quel axe? Dori, c'est pas possible. En passant par Fada, c'est pas possible. En partant à Lomé, alors donc 50C, Fada et autres, c'est compliqué. Alors, en partant au Bénin, c'est la même chose. Bon, donc, en fait, vous voyez, ils sont en train, les terroristes sont en train de couper notre pays, en fait, de l'exportation et de l'importation. Est-ce que vous comprenez un peu? En fait, c'est cette volonté qu'ils sont en train de mettre en place. Alors que tout en sachant que le Burkina est un pays enclavé. Donc, d'où, en fait, un appel à nos forces de défense et de sécurité de prendre ce problème à bras le corps parce que ce qui est en train de se passer, si, en fait, nos autorités ne prennent pas les dispositions nécessaires, je pense que nous n'avons pas, en fait, des jours meilleurs devant nous. Alors, M. Nana Thibault, c'est vrai, l'armée est toujours présente. Elle se fait signaler en tout cas et les résultats engrangés tout dernièrement dans la région du Sud-Ouest sont satisfaisants. Mais Isiaka l'a dit tout à l'heure, c'est connu par les observateurs qui pensent d'ailleurs que la région du Sud-Ouest est une cible justement pour ces terroristes parce que ça permettrait effectivement de couper le lien avec le Ghana. Bobo Dioulasso, entre Ouagadougou et Bobo Dioulasso, la capitale économique, qui s'étend donc jusqu'à Abidjan, mais ce sera quand même très difficile parce que quand même nos forces ne se laisseront pas faire et il y a aussi la population qui doit forcément collaborer. Bon, en fait, effectivement, vu cette situation,
nos forces de l'ordre, les FDS, les VDP sur le terrain, font ce qu'ils peuvent. Et nous leur souhaitons beaucoup de courage. Mais c'est difficile. Parce que tout est gâté dès le départ. Quand les terroristes ont commencé à attaquer vers le sud, non, l'est, plus précisément vers Fada, on disait que c'était des coupeurs de route. D'autres disaient tantôt non, c'était des bandits de grand chemin. Alors, pour les hommes politiques, quand l'équipe de Roch-Marc Christian Kaboré est arrivée et il devait faire campagne pour accéder au pouvoir, ils s'accusaient mutuellement. D'autres, au lieu de travailler de telle sorte pour barrer le phénomène, ils sont là, ils disent que c'est Blaise Compaoré, c'est François, c'est l'équipe de Blaise Compaoré qui organise ces trucs. Ils n'ont pas pris au sérieux le problème dès le départ. Mais au temps de Blaise Compaoré, il n'y avait pas des attaques terroristes. Oui, mais c'est ça justement. Non, c'est pas parce que au temps de Blaise Compaoré, il n'y avait pas de terroristes à l'Est. Voilà. Mais c'est pas parce qu'à son temps, il n'y avait pas de terroristes qu'aujourd'hui, on l'accuse que c'est parce que lui n'est plus au pouvoir qu'il y a les terroristes. Mais peut-être qu'il avait sa stratégie. Il avait sa manière de gérer le pays pour éviter ce que nous vivons aujourd'hui. Donc voilà, c'est le départ qui a été fauché. Et des gens ont pris justement le problème des djihadistes, faire les chevals de bataille pour venir au pouvoir. Et voilà les conséquences aujourd'hui. Voilà les conséquences pour arrêter ça, parce que c'est une guerre asymétrique. Nous avons vu les États-Unis qui ont fait face à Ben Laden et ses éléments. Pendant combien de temps? Est-ce qu'ils ont réussi facilement? Donc pour cette guerre-là, moi je demanderai au peuple tout entier, ce n'est pas une guerre d'un régime, ce n'est pas une guerre entre individus, c'est une guerre que le peuple doit quand même s'investir, aider nos forces de l'ordre. Et nous allons ensemble sur le terrain, mais en tant qu'homme politique. Laissons nos petits problèmes, nos petits querelles entre nous. Et faisons face à cette situation. Parce que nous avons des pauvres mères, des pauvres papas qui meurent, des pauvres paysans. Regardez combien de gens ont perdu leurs biens. Combien de gens ont perdu leurs parents, des enfants. Et aujourd'hui, on dit que les grands axes, tels que le pont qui relie Kaya-Dori, a été dynamité. Mais c'est grave. Ailleurs aussi, ça serait pareil. Donc, c'est une guerre asymétrique et que tout le monde doit se joindre à nos forces de l'ordre là, afin que nous pouvons faire face et éviter le pire. Le désordre, d'accord, on a compris. Monsieur Abraham Badolo? Moi, je pense que, comme je l'ai toujours dit sur ce plateau, pour que nous puissions gagner cette guerre, il faudrait que le président Damiba tienne un langage de vérité face au peuple burkinabé. Parce que vous savez, c'est vrai que la situation nationale est difficile, mais nous savons également qu'au stade actuel, il faut que nous mettons toutes les chances de notre côté pour pouvoir gagner cette guerre. Et pour cela, d'abord, le cas du partenaire stratégique qui va accompagner le Burkina Faso n'est pas à exclure et est très, 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 très important. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de moyens logistiques. Parce que vous savez que l'armée ne peut pas être partout au même moment. À l'heure actuelle, l'armée a besoin de se doter de drones sophistiqués, armés, qui vont utiliser pour contrôler le territoire. Sans ça, ça va être difficile. Parce que si nous nous flattons à dire que nous pouvons déployer notre armée partout, sur tous les terrains du territoire, ça va être un faux débat et un faux problème. Parce que d'abord, en nombre, notre armée, nous avons combien d'hommes dans notre armée? Donc pour laquelle nous avons toujours dénoncé le fait qu'en temps de guerre, il est inadmissible qu'on nomme des directeurs, des militaires dans des postes de direction à Ouagadougou ici. Donc pour laquelle nous avons toujours décrié cela. Parce que aujourd'hui nous sommes en guerre, nous avons besoin de tout le monde sur le front. Il faut galvaniser les jeunes, il faut créer des stratégies pour pouvoir quand même infliger des défaites sanglantes à l'ennemi. Mais si nous en sommes à Ouagadougou ici, nous avons l'impression que depuis que le président Damiba est arrivé, tout se centralise sur Ouagadougou. Et ce qui n'est pas intéressant. Il faut décentraliser les choses. Il faut permettre à tout militaire de pouvoir s'engager et s'investir dans le combat pour que nous puissions ensemble sauver le Burkina Faso. Quand je parle de partenaires, moi je pense que nous avons
toujours été aux côtés de la France. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de dire aux Français que nous avons besoin de drones. On n'a pas besoin de dire aux Français que nous avons besoin d'hélicoptères de combat. Bon, moi, je ne comprends pas pourquoi jusqu'à ce jour, on ne voit pas vraiment des gestes amicaux venant de notre partenaire clé qui est la France. Moi, je pense qu'à un certain moment donné, il faudrait que le président Damiba tape du poing sur la table. Il faut clairement faire comprendre à tout partenaire qui est en collaboration avec le Burkina, qui fait semblant de ne pas savoir ce qui se passe au Burkina, de faire des choix. Le choix, c'est quoi? Soit ils compatissent avec le peuple burkinabé, ils aident le peuple burkinabé, ils aident notre armée à se relever, soit ils peuvent débarrasser le plancher. Parce que nous ne sommes plus au stade où nous devons tergiverser, parce que c'est des vies, ça coûte des vies, ça coûte énormément aux populations dans les zones d'insécurité. Et moi, je dirais aujourd'hui, le véritable problème, c'est quoi? Quand vous prenez les zones d'intérêt militaire, moi, j'avais dit au départ que est-ce que cette stratégie avait vraiment été mûrie? Parce que moi, la solution que j'ai proposée ici était qu'on essaie. Vous savez, cette guerre ne va pas se gagner du jour au lendemain. C'est une guerre de longue haleine. Et il faut quand même de la patience, de la tolérance, mais également dans la vérité que nous allons pouvoir ensemble gagner cette guerre. Il fallait tout simplement former les gens à pouvoir savoir comment se défendre, comment utiliser les armes et les organiser en unité pour qu'ils puissent rester dans ces zones et faire face à l'ennemi. Parce que c'était évident que parce que les terroristes ils sont dans la population, ils sont dans les masses. Quand ils allaient entendre que l'armée allait mener des opérations dans ces zones dites militaires, et on n'a pas besoin de dire à quelqu'un, à qui que ce soit, que les terroristes allaient se déporter dans d'autres zones. Oui. Vous voyez qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'ils sont en train d'aller vers les zones sécurisées. Oui, mais justement, oui, cette donne ne donne peut-être pas aussi satisfaction parce que ce pourrait que les décisions ou les velléités donc, de nos forces armées les contraignent justement donc, à se déplacer et tentent donc de s'installer dans de nouvelles zones. Est-ce que ce n'est pas aussi peut-être à cause de cela, parce qu'ils ont été délogés, ils cherchent autre refuge? Oui. En fait, moi, je dirais... Effectivement, vous savez, les djihadistes ont beaucoup de plans. Ils ont le plan A, plan B, plan C, jusqu'à Z. Bon, donc, ils maîtrisent les jaunes. C'est des gens qui vivent en brousse, dans nos forêts. Alors, pourtant, nos militaires, si ce n'est pas sous la révolution, avec Thomas Sankara, que nous avons vu des militaires sur le terrain. Aujourd'hui, vous allez voir tous les militaires, petits ou grands, c'est les maquis. C'est dans les bars, c'est dans les boîtes de nuit. Comment voulez-vous que ces gens-là puissent faire une guerre face à un ennemi? Ça ne se fait pas aujourd'hui, ce que vous citez, mais ce que vous dites, Monsieur Nana, je ne pense pas que nos forces de défense et de sécurité... C'est pas, je vous dis, oui. C'est pas à l'heure actuelle, mais vous comme moi, dans le temps, d'accord, les militaires ne sortaient pas. Ils préféraient dans les bars, dans le luxe. On n'a jamais vu, même ailleurs, un vrai militaire ne roule pas en Forerunner, ou en 4x4 ou en Mercedes. Et chaque fois, il est en tenue, prêt pour la guerre. Mais dans le temps, on ne voyait pas ça. Mais ça, c'est la faute à qui? Ça, c'est la faute à qui? C'est la faute à nos dirigeants, aux premiers responsables. Et d'abord, il faut que le peuple aussi. C'est-à-dire que cette guerre-là, il ne faudrait pas qu'on se leurre. C'est le peuple doit se lever pour aider nos forces de l'ordre. Moi, j'avais proposé à ce qu'on mette en place une équipe, ou du moins recruter des jeunes volontaires dans chaque village, dans chaque quartier, tel qu'à Ouagadougou, comme sous la révolution démocratique. C'est ce qui est fait avec les VDP. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, entre vous et moi, si on demandait à la jeunesse, moi-même je vais le faire, je vais sortir, aller à la place de la révolution avec, comment dirais-je... Pour faire quoi? Pour demander à nos jeunes burkinabés, patriotes... De s'engager. De s'engager. Parce que cette guerre-là, est-ce que vous savez que peut-être un jour, nous allons nous retrouver dans une situation très grave dans le centre-ville, comme ce qui s'est passé dans les années passées.
Maintenant, il faut qu'on s'apprête. C'est une guerre que tout le monde doit s'investir. Et je trouve que les jeunes, au lieu de rester dans les bars, dans les maquis, bavarder pour dire que nos forces de l'ordre ont peur, qu'ils ne peuvent rien faire là. Mais pourquoi la jeunesse même ne peut pas aller sur le terrain? Pour accompagner les forces de défense et de sécurité. Monsieur Ouedraogo? Oui, mais Nana même est un adepte même des maquis. Hein. Donc, lui-même, c'est un adepte, c'est un fan des maquis. Donc, il ne peut pas nous dire ici que les jeunes aiment le maquis. Lui-même, c'est un fan des maquis. Alors, mais moi, je vais tout simplement dire, quand Nana dit, par exemple, quand il parle de plan B, plan C, de choses, des terroristes, je pense que autant les terroristes ont des plans B, A, C, D, autant aussi notre armée aussi en fait a des plans B pour contrer en fait les plans des djihadistes. Voilà, donc je pense que ici, moi je crois que nous avons foi en notre armée, nous avons foi aussi à la capacité opérationnelle de notre armée, mais nous ce que nous demandons ici, vous savez, le problème est assez complexe. Hein. Moi je suis parfaitement d'accord, le problème est assez complexe dans la mesure où vous savez, nous n'avons pas en fait assez, suffisamment non seulement de moyens, et aussi en matière d'hommes pour occuper tout en fait le terrain. Mais il y a des priorités dans des priorités. Mais aujourd'hui, malheureusement, tout est devenu priorité au Burkina Faso. Regardez par exemple, quand vous prenez par exemple l'axe Bobo-Ouaga, c'est aujourd'hui une priorité. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout faire pour que les djihadistes ne puissent pas en fait mettre leur base là-bas. Et je pense que si j'ai une bonne mémoire, je pense qu'il y a une base même qui a été détruite par l'armée et il y a depuis un certain temps, il n'y a pas très longtemps. Je pense que c'est une information que j'ai reçue. Ouais, il y a une base, ils tentaient en fait d'installer une base sur l'axe Bobo-Ouaga. Alors donc cette base a été détruite par nos forces de défense et de sécurité. Oui, il y a plus d'une vingtaine de terroristes neutralisés. Voilà, neutralisés. Je pense que bon, c'est des résultats encourageants. Et moi, je pense qu'il faut que en fait l'armée, en tout cas, double d'efforts encore pour pouvoir bouter en fait ce phénomène. Oui, redouble d'efforts, effectivement. Alors, Dr Brou, on a vu aussi, en tout cas, la semaine a été également une bonne semaine parce qu'on apprend que des terroristes ont été neutralisés par l'affiliation burkinabé dans la région de l'Est et également dans la région du centre-nord. Oui, je pense qu'aujourd'hui, moi, quant à ces petits résultats, pour moi, je vais faire l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Pour moi, il faut... Pour vous, ce sont des petits résultats? Ces petits résultats, oui, mais c'est encourageant, c'est bon. Mais moi, j'attends que le pays soit libéré. Vous comprenez? Le président Damba a dit 5 mois, voilà un premier bilan. Donc, je pense qu'on attend. Parce que c'est quoi? Dans une stratégie, on peut avoir des cortageants, on peut connaître des échecs. Mais après, est-ce qu'on atteint l'objectif ciblé? Est-ce qu'on atteint ce qu'on a voulu atteindre? Donc, pour moi, c'est ça. Donc, ce sont des résultats plus ou moins qui sont encourageants. Mais pour moi, aujourd'hui, il faut sortir du pays de la situation. Donc, c'est l'essentiel là. D'accord. On a parlé également tout à l'heure, M. Isiaka Ouedraogo. Alors, vous vous souvenez que la semaine, le Premier ministre, en rencontrant les responsables des partis politiques, a tenté de dégager un calendrier électoral évoquant la date du 24 février 2025 pour la tenue d'élections. Est-ce qu'on peut y aller? Ben oui, mais je crois que c'est une proposition que le Premier ministre a faite. Hein. C'est une proposition parce que c'est pas, la date ne peut pas s'arrêter comme ça parce que c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une partie des partis politiques qui est contre en fait la date proposée par le gouvernement et il y a une partie qui dit bon, on va voir, qui n'est pas très déclarative par rapport à la date là, mais je pense que dans une situation de ce genre, il faut en fait l'unité. Hein? Il faut que tout le monde s'accorde sur une même voie. Mais si déjà il y a des partis politiques, hein, vous avez vu par exemple, il y a une coalition de partis politiques avec le sang et autres là. Exactement, le parent. En fait, le parent et autres. Bon, je pense que le parti majoritaire, le parti majoritaire et ses alliés aussi, ils sont contre en fait la date proposée. Et je pense que même au niveau de la société civile, il y a des organisations de la société civile qui ne sont pas d'accord aussi avec, bien sûr, cette date. Et alors donc, il y a des acteurs sociaux aussi qui ne sont pas d'accord avec cette date. Alors donc, c'est une proposition. Mais maintenant, je pense que la décision sera prise aujourd'hui au niveau, au
Ghana, au sommet de la CEDEAO. Et en fait, là, ils vont trancher. Parce que la date proposée, parce que ça a été une proposition comme ce que je vous ai dit, la date proposée à la CEDEAO, alors la CEDEAO va statuer là-dessus, mais en tenant compte, bien sûr, en fait, des débats qui ont eu lieu entre le médiateur Issoufou et les acteurs politiques et le gouvernement, voilà, pour en fait nous dégager en tout cas une proposition en fait aussi de la CEDEAO, et avec la CEDEAO nous allons nous accorder pour trouver en fait une bonne date. Monsieur Abraham Badolo. Bon, je rejoins mon camarade Issaka. Vous savez, ici, le plus important, c'est de prôner la tolérance et la paix. Parce qu'au-delà de ce que nous vivons aujourd'hui, si les choses ne se construisent pas sur de bonnes bases, soyez-en sûrs qu'après les élections, nous risquons de nous retrouver dans d'autres crises qui vont encore plus diviser le pays. C'est-à-dire qu'il faut tout construire dans la transparence et dans la vérité pour que le processus même soit une réussite, pour qu'à la fin des élections, les résultats soient acceptés par tous en fait. C'est le défi aujourd'hui qui revient à la transition. Et le deuxième défi, c'est l'aspect sécuritaire. Comme je l'ai dit aujourd'hui, un militaire ne peut pas s'éterniser au pouvoir parce que ce n'est pas son rôle de gérer les affaires de l'État. Le rôle d'un militaire, c'est dans les casernes et sur le terrain de combat. Donc pour moi, je suis sûr qu'à l'heure actuelle, les militaires sont plus pressés de remettre les rênes de pouvoir à un civil démocratiquement élu et vraiment de se concentrer vraiment sur, je dirais, cette guerre qui mine le Burkina Faso. Mais en fait, vous savez, quand j'entends Nana Thibault dire que tout le peuple doit s'investir, nous sommes tous d'accord que nous devons nous investir. Mais moi, je pense qu'il faut reconnaître en toute humilité, en toute sincérité que le président Damiba a un peu faussé la base au départ. Je le dis ainsi parce que vous ne pouvez pas demander aux populations de s'investir totalement pendant qu'il y a des gens qui ont été nommés, qui sont venus, qui ont augmenté leur salaire, tout en connaissant les circonstances dans lesquelles ils sont arrivés aux affaires. Les populations connaissent... Donc, voilà, je dirais que tout ça, c'est des choses en réalité qui démoralisent un peu les populations. Vous voyez un peu aujourd'hui, depuis l'avènement de ce gouvernement-là, d'abord, premièrement, on ne sent pas le gouvernement. Est-ce que pour vous, aller aux élections en 2025 serait une bonne chose? Vous savez, pour moi, même en 2025, la situation sera toujours pareille. Comme je l'ai toujours répété, cette guerre ne va pas se terminer du jour au lendemain. Donc, il ne faut pas se précipiter. C'est une guerre il faut donner le temps à la transition de régler la crise. De longue haleine. Moi, je dis que la transition aussi n'a pas assez de temps. Ce que la transition doit faire, c'est poser les bases. Poser les bases, et se préparer, définir les stratégies et les plans d'attaque et de combat sur le terrain, essayer d'équiper notre armée, parce que même en termes d'équipement, il faut aller très très rapidement. Et la raison pour laquelle je dis que le choix du partenaire qui va accompagner le Burkina Faso dans notre équipement est très très capital. Il faut aller à l'essentiel, il faut aller vite. Et moi je dirais que après cela, moi je pense qu'il faut organiser au plus vite les élections, permettre à tous ces militaires qui sont aujourd'hui concentrés par la gestion du pouvoir d'aller rejoindre leurs camarades au front pour libérer le pays. Parce que ce n'est pas demain que le terrorisme va finir. Ce n'est pas après-demain. C'est une guerre de longue haleine. Et vous savez même que le président Damiba a dit dans son livre que même après 10 ans, nous serons toujours dans cette situation. Donc c'est pour vous dire que même en 2025 ou en dessous de 2025, la situation va toujours être pareille. Donc moi je pense qu'il faut aller à l'essentiel. On va aller, Dr Brou, allez-y. En fait, moi je pense que moi je pars de la question de l'essentiel, la question fondamentale. Il faut qu'on tire les leçons de ce qui n'est pas dans notre pays, de ce qui nous est arrivé. Sous le président Roch, il y a combien de Burkinabés qui l'ont voté? Et combien de mois après, il y a eu un coup d'État? Pour moi, aujourd'hui, l'essentiel dont je parle, c'est que les partis politiques, parce que les partis politiques aussi ont raison, parce que la condition dit clairement que c'est à eux d'animer la scène politique, de conduire la destinée du pays. C'est clair. Donc, eux, ils s'appuient sur la Constitution pour agir. Mais ce que je dis, là, on a une situation de façon exceptionnelle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour moi, c'est d'appeler la junte au pouvoir.
leur demander, regardez bien dans combien de temps vous pouvez finir avec les terroristes. Donc on s'entend, ok, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 2 mois, dans 6 mois, on finit le pays. Donc tous, on se met ensemble, le pays est unifié, on va aux élections. Aujourd'hui, pratiquement, on n'a plus, bon, ça c'est ce qu'on dit de façon officielle, 45%. Mais aujourd'hui, c'est plus 45% du territoire qu'on ne contrôle pas. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on va continuer d'exclure d'autres Burkinabés dans les élections? Parce que si on décide d'aller, parce que dans 3 ans, Dieu peut faire son miracle. Les militaires peuvent aller dans 24 mois pour compter du 24 janvier pour finir avec un terroriste. Ok, on peut comprendre. Si Dieu nous donne les moyens, mais ce n'est pas évident de façon réelle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on s'entende. On se mette ensemble pour finir avec la crise sécuritaire. Une fois le pays est initié, tous les Burkinabés sont dans les zones, on va aux élections. Parce qu'on ne va pas continuer à chaque fois d'exclure une partie des Burkinabés pendant les élections, pour des élections. Qu'est-ce que ça devient après? Aujourd'hui, un président qui vient, qui prend un pays dans ces conditions, peut-être que le président va venir tourner le pays, voilà, avec 20% de perdu ou 15% ou 30% de perdu. Mais qu'est-ce qu'il pourra faire? Qu'est-ce qu'il peut faire dans ces conditions? Encore un autre coup d'État. Donc pour moi, il faut aller à l'essentiel. Cet essentiel-là, c'est de se mettre ensemble pour finir avec la crise sécuritaire et on va aux élections. Oui, ben, je pense qu'on peut perdre le contrôle d'une partie de nos territoires, mais on ne pourra pas peut-être les perdre totalement. Monsieur Nana Thibault? Bon, moi je ne sais pas pourquoi les gens se pressent pour les élections. Voilà un pays qui est à feu et à sang. On ne sait pas là où mettre la tête. Vous êtes responsable de parti politique, aller aux élections. Moi, je suis parfaitement contre. Vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas... En fait, cette affaire d'élection ne doit pas être dans la mémoire des Burkinabés à nos jours. C'est comme le docteur l'a dit. Mais près de 45% de nos territoires sont vides aujourd'hui. Et moi, je me pose la question. En dehors des militaires, il est bien vrai, on n'en sait pas, mais peut-être que les Damiba peuvent parvenir à vaincre les terroristes. On le souhaite. Mais maintenant, je vais vous demander, je vous pose une question. Qui parmi des politiciens au Burkina peut faire face à cette situation? Les civils. D'abord, c'est des gens qui ne s'entendent pas politiquement. Deuxièmement, chacun vient pour se remplir les poches. La préoccupation du peuple ne les intéresse pas. Maintenant, ça a commencé dès le départ avec Roch. Roch, il est là, il ne s'occupe pas de ce qui se passe sur le terrain. C'est entre eux, ils s'accusent mutuellement. C'est un tel, comme je l'ai dit. Et voilà, la chose s'est empirée. Et aujourd'hui, moi, en toute sincérité, demander les gens à aller dans les urnes, je sais que ça serait malhonnête. Et Damiba a faussé. Franchement, Damiba m'énerve. Il m'énerve dans ce sens que quand tu es venu en militaire, mais nous avons vu le MPP ici, quand le MPP est venu au pouvoir, il a exclu le CDP d'office. Le CDP ne pouvait rien faire encore jusqu'à ce qu'ils viennent prendre le pouvoir. Damiba, dès lors qu'il a pris le pouvoir, il devait sanctionner tous les partis politiques, les réunir, pour dire à compter de ce jour, on ne parle plus de la politique parce que nous avons une situation très grave dans notre pays. Mais je crois qu'il l'a fait, hein. Je crois qu'il l'a fait, mais est-ce que le mot d'ordre a été suivi? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'activités politiques actuellement. Monsieur Isiaka Ouedraogo, oui, allez-y. Oui, il l'a fait, mais le mot d'ordre n'a pas été suivi dans la mesure où Damiba lui-même, en fait, n'a pas aussi respecté l'engagement. Non, il n'a pas fait, il n'a pas fait. Non, tu n'as pas la parole. Non, Monsieur Ouedraogo, il n'a pas dit d'accord, il n'a pas fait. Il a dit d'arrêter l'activité politique. Vous allez avoir la parole. S'il vous plaît, Docteur Brou, vous allez avoir la parole. On va discipliner. Autrement dit, je retire la parole. S'il vous plaît. Monsieur Ouedraogo, allez-y. Vous savez, monsieur Kaboré, il y a beaucoup de téléspectateurs. Allez-y, s'il vous plaît. Je continue. Je dis, il y a beaucoup de téléspectateurs qui m'ont écrit, qui m'ont appelé pour me dire qu'il y a trop de conneries sur notre plateau parce que quand les gens parlent ensemble et ils n'entendent rien. Allez-y. Je pense que c'est le lieu ici que monsieur Brou sache que ici, ce n'est pas le désordre. Allez-y. Il a parlé, je n'ai pas allez-y, monsieur Brou, il va finir. Allez-y. Voilà, donc, je dis... Alors, donc, puisque les gens, à un moment donné, avaient plus ou moins espoir
quant à l'avènement du MPSR, mais quand le MPSR est venu, mais aujourd'hui, le constat est là. Il est là, il est réel. Il est amer. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que depuis la prise de pouvoir du MPSR, les choses vont de mieux en mieux, si ce n'est de pire en pire. Alors donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas aujourd'hui... En fait, l'engagement, la mise en garde qui a été faite au parti politique par le président Damiba allait marcher si, effectivement, depuis la prise de pouvoir, le MPSR avait pu faire reculer le terrorisme de notre pays, avait fait retourner des PDI dans leur zone d'occupation, avait sécurisé une grande partie du pays. Mais aujourd'hui, nous constatons que la grande partie du pays aujourd'hui est infestée par le terrorisme. Mais alors, il ne peut pas taper du poing sur la table. Si ce n'est en fait travailler justement avec ces partis politiques et les acteurs sociaux à trouver une solution. D'accord. Dr Brou? Au fait, monsieur, le problème du Burkina, c'est que dès que le coup d'État est arrivé, certains ont pensé que c'était l'occasion de venir se bourrer les poches, prendre de l'argent facilement et partir. Aujourd'hui, quand on regarde tous ceux qui crient n'importe quoi, je m'excuse du mot, c'est des gens à la limite qui n'ont pas été appelés par le pouvoir, des gens qui n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, donc du coup ça crie au hasard et c'est tout ce qu'on constate aujourd'hui, ces choses. Alors je voudrais dire quoi? Je voudrais dire que Dr Brou, s'il vous plaît, il y a beaucoup qui vous suivent, qui critiquent objectivement, s'il vous plaît. Non, c'est clair. Non, comme nous autres. Non, moi je le fais de façon objective. Est-ce que vous comprenez? Je l'ai toujours dit. Il faut qu'on aille à là. En fait, c'est ce qu'on demande. C'est ce que le peuple demande. Il faut l'analyse soit objective. Parce que si on reste dans le populisme, on ne pourra rien apporter à ce pays, mais un jour, on va le perdre. Alors, je veux dire, cette situation-là, les partis politiques, le président Damiba a dit quoi? D'arrêter nous tous réfugiés ici, on l'a dit. Cette question d'attitude politique, ça veut dire quoi? Plusieurs fois, on a posé la question ici sur ce plateau. Comme M. Thibault le dit. Mais pourquoi le mot d'ordre de Damiba n'est pas suivi? Mais est-ce qu'il y a une décision ferme du président Damiba? Il n'a pas demandé au parti politique d'arrêter. Il a dit de faire attention, de ne pas aller à un activisme politique. Ce n'est pas un mot d'ordre du mais est-ce que c'est le cas actuellement, oui ou non? Le cas de quelle façon, de quelle manière? Est-ce qu'actuellement on constate des velléités politiques sur le terrain ou pas? Mais actuellement, les partis politiques n'ont jamais été interdits de mener les actions. On leur a dit de faire doucement. Enfin, si on veut traduire, on fait bas la terre, on leur a dit d'aller doucement, de faire bas la terre, de ne pas aller trop fort. D'accord. Aujourd'hui, je pense que les partis politiques n'ont jamais été interdits dans ce pays de mener les activités. Bien sûr. Alors, moi je dis aujourd'hui, la question fondamentale, d'accord, c'est de ne pas négliger cette population, surtout les déplacés. Moi, quand je vois aujourd'hui des partis politiques qui se mettent ensemble pour aller aux élections, mais mettons ensemble, mettons de l'argent, puisqu'ils sont tous millionnaires, milliardaires certains, mettons ensemble pour aider les déplacés. Allons-y leur donner du riz, allons-y leur donner de l'eau, des couchettes, des nattes. Faites des temps pour eux. Moi, c'est ce que... Des forages. C'est ce que moi j'appelle aller aux élections. Pour moi, aller aux élections dans ces conditions, moi, c'est n'importe quoi. Et à la limite, c'est se foutre de ceux qui sont aujourd'hui déplacés, des frères et sœurs aujourd'hui qui ne sont pas ni mangés ni quoi faire, et qu'aujourd'hui certains demandent le pouvoir. Pour moi, c'est... Oui, monsieur Daougo. Oui, mais une minute. Non, je voulais dire à monsieur Brou que je pense que ici, quand on parle, il faut faire beaucoup attention. Moi, je suis président d'une structure. Je suis président du Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement. Ma mission m'amène à voir les membres du gouvernement pour avoir des informations pour en fait l'opinion nationale. Parce que nous sommes censés informer, donner la bonne information à l'opinion nationale. Et moi, je vais dire à M. Brou, moi particulièrement, je ne souffre pas pour voir un responsable en fait de ces pays. Mais lui, il est un parti politique. Mais quand lui, il parle que des gens veulent... En fait, les gens pensaient qu'après le coup d'État, ils allaient se remplir les poches. Mais moi, je sais que Brou a couru derrière les membres du gouvernement pour avoir des audiences. J'ai des preuves et je peux les donner. Donc, il ne faut pas qu'ils viennent s'asseoir ici pour jouer à un saint. Moi, je sais qu'il a usé de beaucoup de moyens pour voir les manches. Donnez-moi la parole. Et moi, j'ai des preuves. Donc, il ne faut pas qu'ils viennent s'asseoir ici jouer au saint. Ça s'engage que ça. D'accord. Allez, merci à vous.
Merci. Désolé. Non, Voilà, je oui, suis non, désolé. on va revenir. Oui, Est-ce que toi, mon ami? Attendez, On va revenir à vous, c'est monsieur. ce que je viens de le dire. Oui, Déjà, regardez l'ambiance. l'ambiance ici même. Nous sommes venus pour trouver et en fait pour discuter, Pour donner des solutions. et donner des solutions et faire et trouver une porte de sortie. Oui, on Mais a- maintenant entre nous d'abord. Et vous pensez que sur le terrain, Non, 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 ça c'est des Ça, débats. c'est- Oui, Non, oui, ça, je c'est pas- ça, non, c'est non, pas- monsieur Issaka on Ouedraogo, s'il vous continue. plaît. Monsieur Issaka Ouedraogo, s'il vous plaît. Monsieur Nana Thibault, merci pour vos différentes réactions. Monsieur Abraham Badolo, allez-y. Vous savez, moi je pense que... Pour vous, 2025, vous l'avez relevé un peu plus haut et il faut se donner les moyens, mais il y a beaucoup d'acteurs qui pensent qu'il faut donner moins de temps à la transition pour organiser les élections. Je pense que c'est aux militaires de s'activer rapidement pour remettre le pouvoir aux civils, pour pouvoir aller jouer leur rôle sur le terrain. C'est à eux-mêmes d'aller très très vite. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut dire que le Burkina Faso sera libéré dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Personne n'a cette certitude. Donc ça veut dire que si nous allons rester dans cette logique, dire qu'il faut sécuriser tout l'étendue du territoire, pendant que le terrorisme est en train de s'étendre dans d'autres régions, on se dit ici à Ouagadougou qu'il faut sécuriser tout l'étendue du territoire avant d'aller aux élections. C'est un faux débat. Il faut se dire la vérité. Parce que le terrorisme n'est pas en train de reculer. Le terrorisme est en train d'avancer. Donc il est important que ces militaires se déchargent de la charge politique qu'ils ont aujourd'hui pour aller faire la guerre. Et moi, je pense une chose. Vous savez, quand vous regardez, moi j'en veux un peu au président Damiba. Pourquoi? Quand vous regardez un peu les agissements de certains partis politiques, c'est dû au président Damiba lui-même. Parce que quand il est venu aux affaires, il a travaillé à exclure des gens lors des concertations. Et aujourd'hui, les gens se sont dit, en temps, vous avez vu qu'il y a une organisation de la société civile qui a eu à dire sur une radio de la place que avant le coup d'État, les militaires sont venus les voir pour leur demander de manifester pour les aider à prendre le pouvoir. Et qu'aujourd'hui, eux, ils ont risqué leur vie, ils ont été enfermés, et aujourd'hui, il est important que les militaires partagent le gâteau avec eux. Est-ce que vous comprenez le système? C'était une erreur de leur part. Et quand on regarde un peu la configuration du gouvernement, la configuration de l'ALT, on se demande, c'est comme si un peu l'ancien régime CDP a été privilégié en réalité dans le processus plus que les autres partis. Et quand on analyse, certains disent sur les plateaux que c'est parce que Damiba, à un certain moment donné, a été proche de l'ancien régime, étant donné qu'il a été le chef de corps de l'ancien RSP, qui était le bras militaire de l'ancien président. Mais il a quitté le RSP. Oui, non, je suis en train de vous dire pourquoi il y a toute cette fracture au sein de nos populations. Donc, ce qu'il fait, c'est comme si c'est l'ancien régime qui a bataillé pour venir renverser l'ancien régime. Mais justement, alors, aujourd'hui, oui, monsieur Abraham Badou, il faut le dire parce je dirais que oui. nous n'avons jamais milité dans un parti politique, nous n'avons pas de parti pris. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est retrouver la paix pour que nous puissions continuer à construire le Burkina Faso, à développer le Burkina Faso. Mais pour cela, il n'est pas tard pour le président Damiba. Il faut tenir un langage de vérité au peuple burkinabé. Quand vous décidez de diriger un pays, au départ, vous pouvez commettre des erreurs. Mais perdurer dans l'erreur, ça devient de la bêtise. Moi, je pense qu'à ce jour, le président Damiba peut recadrer beaucoup de choses, peut rattraper beaucoup de choses. Parce que sans l'unité des Burkinabés, sans la cohésion au sein de nos populations, il va être très difficile à Damiba de réussir sa mission. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la priorité était que Damiba doit prôner l'union. C'est-à-dire aujourd'hui, Damiba devient un père de famille. Et sous son règne, il ne doit pas y avoir de parti politique, de majorité, de parti politique, de l'opposition. Tout ça, c'est terminé. Ouais. Il faut amener les gens à s'asseoir ensemble, à se dire la vérité, à oublier et à effacer les vieilles querelles pour qu'ensemble, nous sachions que si nous ne nous unissons pas, c'est le Burkina Faso qui risque de perdre en réalité. Tant que tu sois militaire, que tu sois un leader de parti politique, un leader religieux, tant que les gens ne vont pas prôner cette tolérance, cette paix
Et cette cohésion, c'est de nos populations. Moi, je pense que nous allons tous nous retrouver ici à décrire certaines choses à n'en pas finir. Moi, je pense que c'est le moment. C'est le moment vraiment, en tant que Burkinabé, que nous puissions prôner l'union et que aussi Damiba montre qu'il a la volonté vraiment de combattre les terroristes. En tout parce cas, qu'aujourd'hui, je finis, parce qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, on n'est pas clarifié sur le partenaire clé qui va accompagner la transition à poser les bonnes bases solides pour des élections transparentes et réussies. Même par rapport à nos équipements, nous voulons voir un président à la Assimi Goïta ici, qui tape du poing sur la table, qui menace les partenaires. Il faut que les partenaires se sentent inquiétés. Le Burkina Faso n'est pas leur propriété. Vous ne pouvez pas venir vous asseoir dans un pays qui souffre, qui est endeuillé, et que on ne sent pas cette solidarité qu'on devrait ressentir de leur part. Merci beaucoup, Monsieur Abraham Badolo. Dans tous les cas, la transition n'a jamais déclaré une appartenance politique, hein, que ce soit le CDP ou le MPP. En tous les cas, c'est une transition qui a justifié le coup d'État par le fait que c'était un peu l'exagération dans les attaques terroristes. Et on s'en tiendra à ça, M. Abraham Badolo. Allez, on va donc poursuivre avec le dernier sujet. C'est du sport et nous allons jouer au football sur ce plateau. Alors, en tout cas, on a toutes les catégories pour faire le match. Alors, les étalons dames du Burkina Faso sont entrés dans la compétition de la CAN 2022 hier nuit face au pays organisateur. Le Maroc et les Marocaines ont pris le dessus sur le score de 1-0. Mais c'est un Burkina Faso, hein, d'après moi, qui n'a pas été décevant. Les dames n'ont pas été décevantes. Alors, Monsieur Isiaka Ouedraogo, vous êtes un bon attaquant, il est droit. Alors, les étalons dames... un grand buteur d'ailleurs. D'accord. Alors, vous avez regardé le match. Quelle est un peu l'analyse que vous faites? Non, mais je crois que nos belles dames, nos belles et braves dames n'ont pas démérité. Elles ont hissé haut le drapeau national. Et elles sont vraiment à féliciter. Et je pense que d'entrée de jeu avec le pays hôte, ce n'est pas du tout facile. Vous avez vraiment du poids parce que là, le pays hôte est obligé de tout faire pour avoir un bon résultat à l'entame d'un tournoi. Et je pense que nos braves dames n'ont pas démérité. Elles ont mouillé le maillot. Et moi, franchement, pour dire vrai, je suis très fier d'elles et je leur tire mon chapeau. Monsieur Dr Brou, docteur? Écoutez, moi, j'ai suivi le match. Moi, j'avais de la peine parce que quand on voit de braves femmes comme ça, des gens qui ont du talent, mais qui n'ont pas eu ce coup de pouce-là, une bonne préparation, on a senti qu'elles ont manqué de préparation. Comment ça? Mais on a vu un peu ce qui s'est passé. Moi, c'est avec amertume. Moi, j'ai été choqué lorsqu'on a vu que les filles disaient qu'elles étaient dans des coins où elles avaient des serpents, où elles étaient ici. Pourtant, d'autres étaient dans d'autres pays où elles se préparaient. Mais moi, ça m'a choqué. Et hier, quand je les ai vues jouer, moi, j'avais la peine pour elles. Parce qu'elles avaient la volonté. Hier, c'est parce que c'est leur cœur de Burkinabé. C'est parce qu'elles avaient envie de défendre, de ne pas être ridicule. Moi, je me pose la question. Aujourd'hui, les hommes, ils jouent un match de 300 millions. Est-ce que quand les hommes jouent, c'est un autre pays qui a écrit? C'est un autre hymne national qui est chanté? C'est un autre drapeau qui est présenté? Et puis quand les dames jouent, c'est un autre pays? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on va mettre autant de moyens sur les hommes? Et puis, les filles, elles ne peuvent même pas avoir 1 million. C'est déplorable. Ou bien les garçons, les hommes là, eux c'est les Burkinabés, je ne sais pas A, et puis bon, les femmes c'est les Burkinabés B ou C, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas les moyens? Ces dames-là, si elles avaient les moyens, si elles avaient été bien préparées, je vous assure que ce match-là, hier, elles le prenaient. Parce qu'on a consacré, ce qui leur restait, c'est leur force, les valeurs intrinsèques qu'elles avaient. C'est sur ce qu'elles ont joué, sur la préparation, tout ce qui est, tout, ça manquait. À peine elles arrivaient à aligner, à 2 ou 3 passes à la fois. Parce que ça, on le sentait, le haut niveau, ça ne ment pas. Moi, je demande sincèrement au ministère des Sports d'arrêter cette différence-là, ou bien, c'est pas... comment est-ce que je peux m'exprimer comme ça? Où il y a des fédérations qui sont au-dessus, il y a d'autres qui sont un peu en bas, il y a d'autres qui sont au milieu, surtout au niveau du football homme. Mais c'est malheureux.
Voici des dames qui peuvent bien démontrer aussi aujourd'hui nous sommes un pays en guerre, un pays en difficulté, mais derrière il y a du contenu. Il y a des braves femmes derrière qui défendent ce pays-là. Et quand l'hymne national sonne, c'est tout le Burkina qui est debout. Et c'est tout le pays qui est fier. Aujourd'hui, pour moi, à un moment donné, il faut sortir de ce truc-là. Il faut de l'orgueil. À un moment donné, il faut dire, c'est nous Burkinabés, c'est nos femmes. Et c'est la preuve à ça que se qualifie. Donc pour moi, il faut mettre les moyens. Mais les moyens n'ont pas été mis. Aujourd'hui, à un moment donné, on a dit, bon, vous prenez 600 000 francs, bon, ou bien vous ne bougez pas. Ça a été un peu comme en fait, du manu militari. Mais pour moi, ça mais finalement, chaque dame a reçu quand même 1 500 000, je crois, avant de partir. Mais ailleurs, oui, comparaison, pas comparaison, mais ailleurs, on a vu, les gens utilisaient 5 millions, 6 millions. Quand lorsque l'équipe nationale, un football a tous, voilà, 300 millions pour un match, et que, voilà, on ne peut pas donner 2 millions. Bon, bref. Moi, je dis, là, il n'y a pas de problème. Mettons les moyens à disposition de tous celles qui représentent notre pays en dehors. Pour la préparation. Parce que là, ce n'est pas quand aujourd'hui. Quand moi je vais en dehors, mais ce n'est pas le 10 Michel qu'on voit, mais c'est le Burkina qu'on voit aujourd'hui. Donc il faut qu'on passe à cela. Il faut qu'on quitte un peu le côté, voilà, c'est lui, c'est elle. Il faut qu'on voit le pays, il faut qu'on voit le drapeau, qu'on voit notre hymne national et qu'on essaie de mettre les moyens à disposition des gens. Pour que les gens puissent faire fierté à notre pays. Oui, mais en fait, je n'ai pas eu la chance de suivre le match hier. Mais tout ce que je pourrais dire, c'est... En fait, si nous allons faire le constat ces derniers temps, on voit bien que le Burkina, c'est un pays de football. Mais il manque la bonne volonté de nos dirigeants pour accompagner nos équipes. C'est comme le docteur venait de le dire. Si les filles partent ailleurs pour jouer, c'est le drapeau burkinabé qu'elles représentent. L'hymne national, c'est l'hymne national burkinabé. Est-ce qu'il y a une différence entre les garçons et les filles qui partent pour défendre l'honneur et la dignité de notre peuple? Non. Normalement, et dès le départ, je ne sais pas si vous avez suivi aussi, il y a eu une mésentente entre la fédération ou bien c'est le ministère de la jeunesse par rapport à leur indemnité. 300 000 francs ou bien c'était 600 000 francs. Les filles ont refusé. Pendant que les garçons, quand ils jouent, ils n'ont pas moins de 1 million, 2 millions ou 500 000 là. Moi, je ne vois pas, c'est ça justement aussi le problème de nos autorités. Et bon, moi, je ne fais que m'arrêter ici, mais j'encourage nos filles. Ils vont rejouer après-demain. Elles jouent contre le Sénégal. Moi, je dirais que quand on suit le match, on voit qu'il y a eu vraiment un manque de préparation. Parce que le haut niveau, il faut investir pour le haut niveau. Vous savez, toutes les équipes qui arrivent à battre d'autres équipes, c'est que les gens misent dans leur formation. Vous avez vu tout ce qu'elles ont eu à décrier avant de partir. Moi, je dirais que d'abord, c'est la faute au ministère des Sports, c'est la faute à la fédération et c'est la faute également au Burkinabé. Quand elles ont été qualifiées, quel opérateur économique ou quel Burkinabé s'est engagé à les apporter leur soutien? Qu'est-ce que le peuple burkinabé les a apporté concrètement? C'est comme si c'était un non-événement. Si c'était les étalons hommes qui avaient mené cet exploit, vous allez voir que un monsieur comme Ebomaf allait dire que lui il donne 100 millions, un monsieur comme Nassar allait dire qu'il donne 100 millions, et même les Apollinaires et autres. Mais comme ce sont les dames, c'est passé inaperçu et ce n'est pas normal. Il ne faut pas frustrer les gens quand nous sommes tous burkinabés. Le sport, c'est le sport. Du moment où le drapeau du pays doit rayonner au-delà de nos frontières, il faut s'investir réellement à pouvoir relever les défis et à les encourager. Moi, je pense qu'au-delà du résultat, au-delà du résultat final, moi, je pense qu'à leur retour, il faudrait tous se mobiliser pour les accueillir, pour que nous puissions encore les amener et les encourager à fournir plus d'efforts. Et maintenant, c'est au gouvernement de se pencher vraiment sur le financement et la formation du milieu des sports pour que nous puissions encore plus rayonner au Burkina Faso et à l'étranger pour le bonheur de nos populations. En tout cas, bonne chance aux étalons dames. La défaite 1-0 hier à Casablanca donc, ne justifie pas en tout cas la fin de leur parcours pour cette compétition. Ce n'est que le premier match et c'est d'ailleurs le pays organisateur. Il fallait peut-être s'attendre aussi à cela.
Dans tous les cas, on aura donc le Burkina contre le Sénégal. Il faut travailler pour remonter justement donc la pente. Alors, nous allons rester donc dans le domaine du football avec vous, puisque la Confédération africaine de football projette de reporter la CAN en Côte d'Ivoire en 2023 pour 2024. En tout cas, si ce sont des propositions qui sont faites par la Confédération africaine de football. Et ce report est justifié par le fait que le temps choisi ne serait pas donc propice, surtout pour les joueurs des pays qualifiés qui doivent, dans un premier temps, jouer la Coupe du Monde. Et également, on évoque qu'à l'époque, il pourrait y avoir des inondations en Côte d'Ivoire. Ce sera donc la saison hivernale. Alors, Monsieur Nana Thibault, vous connaissez très bien aussi la Côte d'Ivoire. Oui. Est-ce qu'il faut maintenir ou il faut effectivement aller vers le report? Bon, moi, je trouve que s'il y a des obstacles, s'il y a beaucoup de choses qui peuvent les amener à reporter, je trouve que c'est bien. Au lieu d'insister et puis organiser après qu'il y aura des problèmes, des morts d'hommes, bon, moi, je trouve que cela aussi n'est pas gai. Bon, reporter, c'est le pays organisateur qui s'en charge. Reporter ou pas, c'est la Côte d'Ivoire qui s'en charge. Donc, ah oui, parce que quitter la Coupe du Monde et en 2 semaines reprendre la Coupe d'Afrique, ce n'est pas aussi évident. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile. Oui, M. Kaboré, c'est ce qu'on est en train de dire. En fait, le sport en général, c'est du business. Le football en particulier, là, on n'en parle pas, c'est du business. Si les conditions ne sont pas réunies, ce n'est pas possible. La Côte d'Ivoire, on sait que avril, mai, juin, c'est la grande saison pluvieuse. On l'a constaté il y a 1 ou 2 semaines. Il y a eu des morts, des inondations. Et juin, c'est pratiquement, le monde n'est pas propice, c'est pas la bonne période pour faire du football, sinon, voilà, à un tel niveau, au niveau comme ça. Et donc, je pense que là, aujourd'hui, si la CAF négocie, parce que, imaginez, les sponsors vont à la Coupe du Monde, quelques 2 semaines qu'on revienne, donc le financement de la CAF, le financement de cette CAN va être compliqué. En réalité, voici le problème. Donc, il faut laisser les sponsors faire leur business, profiter un peu des retombées de la Coupe du Monde, et puis un an ou 2 ans après, revenir encore faire le business au niveau de la CAN. Donc, je pense qu'en réalité, voici le problème. Et donc, il faut qu'aujourd'hui, nous étions comprenons. Regardez, par exemple, nos dames ont été qualifiées, c'était simple. Badolo l'a dit, les Boumab, les Cruzman qui font du business. Qu'on leur permet de faire le business avec les dames. Elles gagnent de l'argent, c'est celui privé qui gagne de l'argent et c'est le pays qui gagne. Donc il faut qu'on comprenne cela. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à un autre niveau de management au niveau du sport dans notre pays. Si on n'y arrive pas, c'est sûr que chaque fois, c'est la honte qu'on va donner, qu'on va présenter à l'extérieur. Et là, c'est souvent, c'est malheureux, on est honteux de se sentir burkinabé parce que des choses qu'on peut éviter depuis l'extérieur. Monsieur Issaka Ouedraogo? Bon, écoutez, moi je pense que si les conditions idoines ne sont pas réunies, il appartient à la CAF et aux différentes fédérations nationales de statuer sur le report de la CAN. Et je pense que ça ne doit pas être un débat de rue. Si les fédérations sont consentantes avec les responsables de la CAF, ben alors donc il n'y a pas de souci à mon niveau. Il n'y a pas de souci à votre niveau. Bien sûr. Il faut reporter. Oui, oui. Si ce n'est pas jouable. Monsieur Badolo. Non, mais c'est évident. Vous savez que l'homme ne peut pas tout maîtriser. Vous voyez, il y a certains aléas qui peuvent amener une situation à changer. Vous savez, aujourd'hui, moi, je pense que, comme l'a dit Dr Bruce, c'est d'abord évident parce que vous savez que les grands sponsors vont s'atteler à financer la Coupe du Monde et ça va être difficile pour ces sponsors de financer la Coupe du Monde et de devenir encore financer la Coupe d'Afrique. Il y a ce premier aspect qui est là. Au-delà de ce premier aspect également, il y a l'aspect que nous ne maîtrisons pas, la nature. Ici, aujourd'hui, la météo nous permet aujourd'hui de pouvoir anticiper certaines choses. Ici, on dit qu'à cette période, il se pourrait qu'il y ait des inondations. On n'a pas le droit de forcer le destin. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas contrôler, telles que les pluies, les vents et autres. Donc moi, je pense que c'est à la fédération ivoirienne, c'est à la CAF de discuter avec la Côte d'Ivoire, le pays qui était censé accueillir la CAN, et tous deux discuteront et trouveront
des issues quand même assez consensuelles pour que quand même on n'annule pas. Quand je dis ne pas annuler, peut-être revoir le report pour le bonheur des téléspectateurs et des amoureux du football. Merci à vous pour cette analyse. Allez, mesdames, messieurs, nous arrivons au thème donc, de cette émission. De ce dimanche 3 juillet 2022, était présent sur ce plateau pour opiner sur les sujets d'actualité. À l'extrême droite, le docteur Guy Brou-Michel. Merci beaucoup, docteur, d'être venu. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Merci également à monsieur Nana Thibault d'être passé sur ce plateau donc, de cette Afrique à la LCA. Monsieur Thibault, merci. À vous aussi. Beaucoup de à ma gauche, monsieur Isiaka Ouedraogo, il est le président du Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement. Monsieur Isiaka, merci à vous également d'être venu. Merci à vous, monsieur Kaboré. Merci à vous, chers chroniqueurs, et merci à vous, chers téléspectateurs. Également, monsieur Abraham Badolo qui nous a rejoint. Je crois que la semaine prochaine, vous serez très ponctuel. Merci pour l'effort et à très vite. À vous le merci et merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. On se donnera rendez-vous, Inch'Allah, le dimanche prochain pour opiner sur d'autres sujets d'actualité sur la chaîne africaine de télévision. D'ici là, bon dimanche et bonne suite de programme. Au revoir.